C'est un plaisir de vous retrouver sur Medi 1, soyez les bienvenus. Selon un rapport portant sur l'architecture durable dans les pays en voie de développement, d'ici à 2050, on estime que les 3/4 de la population mondiale vivront dans une ville. Cependant, nous sommes confrontés aujourd'hui à un développement anarchique des villes, une croissance démesurée des transports autoroutiers et à la pollution intensive due aux activités humaines. Quels enjeux d'une architecture durable en Afrique? On en parle avec Josias Akeogo. Il est architecte. Bienvenue, Josias. Merci, monsieur Oumou. Avec vous, nous allons essayer de comprendre ce que c'est que l'architecture et l'écologie. Vous êtes un observateur, vous êtes un professionnel du domaine. Quand vous regardez nos villes africaines, et on dira même les villes en Côte d'Ivoire, quel est le constat que vous faites du point de vue architectural et aussi du point de vue de l'écologie? Ok, je vous remercie déjà de m'avoir invité sur ce plateau. C'est rare de voir qu'on invite des architectes en direction des ondes, et surtout dans nos pays africains. Donc, effectivement, l'Afrique a son histoire. Okay. Et avant la colonisation, les Africains avaient une façon de construire. Et cette façon de construire, là, pour la plupart, elle était vraiment adaptée au contexte africain, l'utilisation de matériaux ayant une forte inertie thermique comme la terre. Ça donnait vraiment un bon confort dans la maison, mais également cela favorisait la préservation de notre environnement. Okay. Donc c'est avec la colonisation, la modernisation, l'arrivée du ciment et du verre qu'on assiste vraiment à une génération d'Africains qui préfèrent copier sur ce qui se fait en Europe pour rapporter cela en Afrique, ne sachant pas que la manière de construire à l'européenne est adaptée à l'Europe, mais n'est pas véritablement adaptée à l'Afrique. Donc lorsqu'on regarde nos villes, notamment la ville d'Abidjan, en Côte d'Ivoire, c'est une ville qui a majoritairement est calquée sur un modèle typiquement européen. Et aussi avec le nombre croissant de la population, cela constitue plus ou moins un problème. On parle d'architectes, on parle d'urbanistes, on parle d'ingénieurs en bâtiment. En Côte d'Ivoire récemment, il y avait des bâtiments qui s'étaient écroulés et bien des fois on ne savait pas à qui imputer la responsabilité. Est-ce que vous pouvez nous permettre de comprendre qui fait quoi parmi ces corps de métier? Effectivement, très belle question. Déjà, à l'échelle d'une ville, on a un urbaniste. Okay. Donc c'est un spécialiste, c'est quelqu'un qui conçoit, qui planifie toute une ville, donc qui définit les différents secteurs de la ville et qui va, n'est-ce pas, avec l'aide de ses confrères et essayer de, n'est-ce pas, mettre des normes au niveau des différents secteurs. Par exemple, la hauteur à bâtir, la hauteur d'un bâtiment dans une certaine zone, tout simplement pour préserver une certaine esthétique, pour préserver aussi le confort. C'est lui qui va faire aussi des lotissements. Normalement, c'est l'urbaniste qui lotit les villes. Ce n'est pas le géomètre qui doit le lotir. Parce que l'urbaniste, il est véritablement formé et il pense éventuellement aux espaces verts. Le pourcentage d'espaces verts par rapport à la population qui doit habiter. Car nous savons que les plantes nous apportent de l'oxygène. Donc il y a toute cette démarche que l'urbaniste va faire. Lorsqu'il a loti, il a aménagé, n'est-ce pas, la ville, rien n'est encore construit. C'est en ce moment qu'il va faire appel à un architecte. Donc l'architecte, lorsqu'il a eu un marché, par exemple, il va intervenir à l'échelle d'une parcelle, par exemple. Donc lorsqu'il intervient à l'échelle de la parcelle, il n'est pas totalement libre éventuellement, puisque l'urbaniste a déjà mis certaines règles, n'est-ce pas? Donc il va concevoir, penser le bâtiment pour le confort des personnes qui vont habiter, mais éventuellement pour le respect de l'environnement. Mais cette conception étant faite, rien ne détermine qu'elle va tenir. Donc c'est en ce moment que l'architecte, avec son ami, il peut dire son allié, depuis un certain nombre d'années, qui est l'ingénieur, et j'ai spécifié ingénieur structure, ici, dans ce contexte-là, ingénieur structure, qui va véritablement dimensionner le support du bâtiment. Donc le squelette, ce qui va permettre au bâtiment de pouvoir tenir.
Donc les poutres, les poteaux, jusqu'aux fondations. D'accord. Aujourd'hui, on parle de réchauffement climatique. L'Afrique paie également le lourd tribut de tout ce qui est pollution à travers les gaz à effet de serre. Il y a des environnementalistes, il y a des personnes qui utilisent la sensibilisation. Qu'est-ce qu'un architecte peut faire dans cette question de réchauffement climatique pour lutter efficacement? Ok, qu'est-ce qu'un architecte peut faire par rapport à cela? Déjà, il y a un concept architectural qui, je peux dire, d'actualité, qu'il soit dans les pays développés comme les pays en voie de développement, qui est le concept de construction durable, d'architecture bioclimatique. Okay. Donc il y a le mot biologie et il y a le mot climatique. Donc on essaie maintenant en tant qu'architecte de penser des édifices qui s'adaptent au climat. On pense éventuellement aussi à préserver les espaces verts, donc à planter également lorsqu'on construit. On sait par exemple, si je prends un contexte africain, un contexte abidjanais où on a le soleil qui grimpe à une forte température, la végétation par exemple est un support d'ombre. Et même si dans la ville, au niveau de nos villes, on avait des alignements d'arbres ayant un système racinier profond mais pas étalé, c'est-à-dire pour éviter de détruire le bitume, on aurait la facilitation par exemple de passer, de se promener au niveau des trottoirs, parce que cela allait créer de l'ombre. Et les arbres produisent également de l'oxygène. Donc l'architecte a la capacité, lorsqu'il aménage, de dire ici, je veux qu'on plante un cocotier, ici, je veux qu'on plante un manguier, etc. Ou un caillat sénégalaise, qui est un arbre qui crée aussi de l'ombre. Il détermine cela. Et lorsqu'il choisit l'emplacement d'un arbre, c'est parce que cet arbre doit avoir une fonction, n'est-ce pas, liée au confort des personnes, mais également du respect de l'environnement. D'accord. Que pensez-vous des personnes qui vont dans nos villages où les maisons, la plupart du temps, sont construites en terre battue, mais qui font des modèles de construction, on dira, de la ville, à travers les bâtiments, le matériau bien choisi? Qu'est-ce que vous pensez de ce type de construction dans nos villages, par exemple? C'est-à-dire, ils utilisent des matériaux comme la terre? Non, ils n'utilisent pas la terre battue, mais ils utilisent plutôt le ciment, tout ce qu'il y a de dur, de béton, qu'on a l'habitude d'utiliser en zone urbaine, et ils le transposent dans les villages. Dans les villages. Mais à la base, le village peut devenir une ville. C'est-à-dire que lorsqu'on aura un fort nombre d'habitants, lorsque le gouvernement va déterminer par exemple de changer la fonction de cette zone va devenir, n'est-ce pas, une ville, en fonction de ce que le gouvernement aura décidé. Okay. Et donc ici, il s'agit d'un choix de matériaux. Comme j'avais dit au départ, après la colonisation, les Africains ont cru que tout ce qui venait de l'Occident était forcément adapté à eux. Donc c'est pourquoi lorsqu'une personne a réussi en Afrique et qui veut bâtir par exemple dans son village, il s'en va choisir du ciment directement. Okay. Sans utiliser aussi les dispositions techniques de conception. Lorsqu'on utilise par exemple du ciment, il faut par exemple de l'âge des bords pour protéger la façade, parce qu'un bâtiment en ciment, c'est un bâtiment qui laisse entrer la chaleur. Donc l'enveloppe du bâtiment étant en ciment, lorsque les rayons du soleil vont frapper la façade, elle va emmagasiner cette chaleur-là et la restituer le soir. D'où le fait que les gens se plaignent, la nuit il fait chaud, la nuit il fait chaud. D'accord, très bien. L'autre question qui sera sûrement, ou peut-être la dernière, est-ce qu'un architecte est indispensable aujourd'hui dans notre société moderne? Oui, l'architecte est véritablement indispensable. Parce que aujourd'hui, avec le réchauffement climatique, on doit véritablement confier tous nos projets immobiliers à des architectes. Et c'est pourquoi même ce décret a été signé en Côte d'Ivoire. Pour n'importe quel bâtiment, il faut le cacher d'un architecte. Il faut qu'un architecte ait visité ce bâtiment-là. Parce que le bâtiment occupe une place très importante au niveau de la dégradation de notre environnement. Partant des extractions, de matériaux et autres, tout ça. Et je comprends un peu pourquoi vous posez cette question. En 30 secondes, nous sommes en train de finir. Oui, effectivement, c'est parce qu'il y a eu ce mythe que l'architecture était réservée à une certaine classe sociale.
Mais cela n'est pas vrai de nos jours, parce qu'on a eu une évolution. L'architecture est partie des morts. C'était au départ pour les morts. Après, elle est devenue, n'est-ce pas, pour les princes, les rois. Ensuite, on a eu l'architecture civile jusqu'à ce qu'elle vienne à la bourgeoisie. Mais il y a une génération d'architectes qui pensent à la population et à même la plus basse. Et c'est de là même vient le contexte d'écologie et autres. Et c'est là qu'on va certainement refermer les pages de cette émission. C'est déjà fini. Monsieur Josias Akeowo, merci d'avoir accepté notre invitation. Avec vous, nous allons parler d'architecture et d'écologie. Merci d'être venu sur notre plateau. Et merci à vous, monsieur. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes.